pour vous présenter le groupe Hutchinson. Oui, alors rebonjour. Donc oui, effectivement, groupe Hutchinson, on est nous sommes une société industrielle donc implantée mondialement. Puis, pour avoir suivi nos clients dans les années 2000, nous sommes implantés sur quasiment les 5 continents. 3,9 milliards de chiffre d'affaires sur une année 2021 un peu perturbée, grandement perturbée par les crises que nous avons traversées. On espère retrouver des niveaux de chiffre d'affaires équivalents à ceux que nous avions d'ici 2023-2024. Des investissements importants, notamment en termes de recherche et de développement. On se fait fort de trouver des solutions et de fournir des solutions les plus intégrées possibles et les plus innovantes possibles à nos clients dans les domaines, dans les métiers qui sont les nôtres, on les verra tout à l'heure, en sachant que l'idée est toujours d'accompagner, donc avec une grosse partie automobile, excusez-moi, une grosse partie automobile, une partie aéronautique. On va rester sur la précédente et on reviendra après, mais une grosse partie automobile malgré tout. Donc 38 000 collaborateurs, une centaine de sites dans le monde, 25 pays, avec des centres de recherche par zone géographique pour les plus gros et avec des embryons de R&D dans beaucoup de nos entités pour être au plus près du terrain et le plus réactif possible vis-à-vis de nos clients. 3 Fab House. Alors les Fab House, ce sont plutôt des centres historiques de l'entreprise dans lesquels nous présentons nos innovations, nos technologies et autour desquels nous fédérons nos équipes. Voilà. Un petit focus sur nos métiers. Donc effectivement 5 expertises sur la partie anti-vibratoire et la transmission. Lorsqu'on parle de transmission, on parle de courroies plutôt d'équipement que de courroies moteurs. Les systèmes d'étanchéité de carrosserie, bien entendu, sur donc les joints de portières, notamment les joints de pare-brise pour la partie automobile et la déclinaison dans les autres marchés. Et je vais revenir. Système d'étanchéité de précision, il s'agit de petits joints que vous retrouvez dans votre quotidien, mais qui sont assez nombreux finalement dans un moteur, quel que soit le moteur d'ailleurs et son application. Système de management fluide et globalement toutes les durites que vous retrouvez haute et basse pression dans un moteur. Avec des évolutions à ce niveau-là, puisque des systèmes de climatisation qui étaient au départ totalement en métal, puis qui ont été transformés qui ont été fabriqués en aluminium, sont aujourd'hui fabriqués plutôt à l'initiative du groupe, avec de plus en plus avec des systèmes à base de polypropylène. Une couche pour supporter bien entendu les contraintes. Et puis matériaux et structures, nous sommes des chercheurs en matériaux. Une grande partie de notre savoir-faire, c'est la capacité à créer des matériaux innovants dans l'automobile, dans l'aéronautique, pour l'aérospatial, donc sur la défense, sur les 4 marchés qui nous occupent. Pour caricaturer, nous sommes capables de fabriquer tout ce qui, à un moment donné, dans une automobile, était fabriqué à base de caoutchouc, qui ne l'est plus forcément aujourd'hui, mis à part les essuie-glaces et puis les roues, enfin les pneus en tout cas. Et ça, on le décline effectivement dans l'automobile, bien entendu, mais également sur l'aérospatial, donc sur les aéronefs, que ce soit des aéronefs d'ailleurs civils, militaires, de grandes compagnies, des gros porteurs, ou même sur l'aérospatial, avec des applications assez spécifiques, notamment sur les lanceurs Ariane. Sur la défense, bien entendu, sur
la partie navale, la partie aéronautique, et de grosses implantations aux États-Unis sur la partie défense et protection des personnes, avec des systèmes de roulage à plat qui ont servi sur l'ensemble des, des zones de conflit où les États-Unis ont été engagés, des systèmes de réservoirs anti-percement et des choses de ce type-là, avec plusieurs awards décernés par l'armée américaine pour les y sauver. Et puis, côté industrie, bien entendu, l'application dans l'industrie, dans le ferroviaire également, de nos technologies, de notre savoir-faire, et une qui est déclinée sur l'ensemble des applications qui pourraient être amenées à être gérées. On va passer à la suivante. L'organisation de l'entreprise. Alors, on est organisé en centre de services partagés, plus ou moins développés en fonction des zones géographiques, avec globalement une séparation, je ne vais pas détailler l'ensemble des lignes qui sont là, une séparation entre le compte de résultats plutôt analytique géré sur les sites, avec l'ensemble des produits et charges qui sont effectivement initiés plutôt sur nos sites, avec une autonomie et une structure administrative qui est quasi complète, et celle d'une PME pour chacun de nos sites, avec, en fonction là encore des zones géographiques, de notre capacité à regrouper certaines fonctions, des éléments plus ou moins détaillés. Mais on a globalement, sur l'ensemble de nos sites, une structure globale, une structure complète d'une PME, avec l'analytique et le compte de résultats plutôt dédiés au site, jusqu'aux résultats opérationnels, et puis la partie bilancielle, réalisation des aspects société, compagnie dans sa intégralité, plutôt dévolue au centre de services partagés, avec tous les aspects fiscaux et administratifs qui vont avec. Et avec le recouvrement des créances clients et le paiement, l'ensemble des paiements des fournisseurs et du cash qui globalement sort de l'entreprise. Voilà pour cette partie-là. Donc, comme je vous le disais, une organisation par grande zone géographique, un CSP assez fort en France avec, je vous le disais tout à l'heure, 130 personnes sur le site de Châtellerault, à peu près la moitié d'informaticiens et la moitié de comptables, qui gèrent à la fois les aspects strictement franco-français, sur les 35 sites, les 15 sociétés juridiques qui nous sont dévolues, qui gèrent également et qui réalisent la consolidation mondiale, le netting au niveau du cash et l'optimisation du cash au sein de nos entreprises. Et comme je le disais, effectivement, le recouvrement des créances et les sorties de cash vers les tiers, mais également vers nos filiales, avec les nécessités d'augmentation de capital ou de recapitalisation ou de refinancement de nos entreprises de par le groupe. Voilà pour la partie France. La partie Europe est organisée plutôt par pays, également, avec des pôles assez importants, notamment en Pologne. Le NAFTA au Brésil, le NAFTA aux États-Unis, pour la zone géographique, et puis le Brésil et l'Asie sont des pôles également avec des centres de services partagés plus ou moins développés. Voilà. Je vous laisse reprendre la main concernant le projet, Maxence. Oui, merci Benoît pour ces éléments donc concernant Hutchinson et votre organisation. Alors concernant le projet qu'on a mis en œuvre, initialement on a donc convenu de 2 modes de fonctionnement distincts pour du coup mettre sous contrôle via Supervisor donc le périmètre France et le périmètre Europe que Benoît nous a donc exposé. Et il a également été convenu d'adresser
donc le NAFTA, le Brésil et l'Asie sous la modalité de remote audit. Donc, c'est un plan d'audit annuel qui est réalisé avec les équipes d'Hutchinson et les équipes de supervisors, défini à l'avance, sur lequel donc les équipes locales d'Hutchinson sont accompagnées lors de chaque audit par un consultant de supervisor qui va mettre en œuvre les audits sur la data. Donc, sur la France et l'Europe, qu'on n'a pas distingué ici, on a à peu près 45 filiales. Et ce qui était convenu initialement, c'était de faire un premier périmètre France, puis un deuxième périmètre Europe. Et il se trouve que on a finalement réalisé le go live du périmètre France et Europe en même temps, donc en juillet 2021, après un projet, donc il y a un an, après un projet qui a duré donc 2 semaines, ce qui a notamment été rendu possible par le fait qu'il y a eu un effort de corps modèle côté Hutchinson sur ce périmètre, avec quasiment un seul et unique ERP SAP, et donc des contrôles qui sont réalisés en centrale par pas plus de 3 utilisateurs au sein de vos équipes, Benoît. Oui, alors je peux Oui, peut-être préciser des choses. je vous en prie. Concernant Supervisor, effectivement, on avait effectivement imaginé deux Go Live, un pour la France, un pour l'Europe. Il se trouve qu'effectivement, nous avons l'avantage, c'est que la partie comptable, au moins, est centralisée grâce à un effort qui a été réalisé sur plus d'une dizaine d'années sur la partie européenne. En tout cas pour les filiales historiques, et c'est moins vrai pour les rachats récents, mais ça viendra. Et ce qui a permis effectivement, là où nous pensions faire un pôle France, y travailler un petit peu et puis faire l'Europe ensuite, très honnêtement, devant la facilité de mise en œuvre que nous avons constatée et notre capacité d'emport grâce à cette capacité de mise en œuvre, il a été très rapidement décidé de faire dans un seul mouvement la France et l'Europe, parce qu'effectivement l'organisation européenne est autour d'un seul SAP, une seule instance, avec un plan comptable pivot qui permet de faire, quel que soit le pays européen aujourd'hui, l'ensemble des contrôles sur la base du plan de compte pivot. Et ça a été un accélérateur très important, effectivement, pour nous, en sachant que nous avons pris la précaution sur ce périmètre de faire entrer quelqu'un ayant une bonne expérience et qui a également, compte tenu de cette expérience et puis de ses capacités à traiter le sujet, été un facilitateur important. C'est-à-dire qu'il y a un moyen qui a été mis et dédié à ça. Voilà. Je vous laisse continuer. Oui. Donc là on parlait donc de la partie contrôle continu, donc périmètre France-Europe. Et merci Benoît du coup pour ces précisions supplémentaires. Et sur la partie donc remote audit, donc qui consiste en un plan d'audit mis en œuvre par les équipes de Hutchinson et accompagné notamment sur la mise en œuvre de l'audit basé sur la data par un de nos consultants. Donc on a adressé tout le Nord-América et le Brésil, le Mexique aussi, il me semble, et l'Asie, ce qui représente un plan d'audit d'une trentaine de filiales étalées sur 18 mois. Le premier audit a eu lieu en février 2022. Euh, euh, le time to delivery est très court puisque dès que les exports sont disponibles et transmis conformément au planning défini au préalable, on met en œuvre l'audit dans Supervisor. Donc il y a très peu de temps manuel. Les contrôles sont totalement automatisés, comme dans le cadre du contrôle continu d'ailleurs, où Hutchinson est autonome. Et donc on organise une restitution de l'audit avec les équipes locales
de la société donc auditée pour lui présenter les résultats obtenus au travers des contrôles sélectionnés par Hutchinson qui sont mis en œuvre via Supervisor. La particularité de ce périmètre, c'est que on a constaté une hétérogénéité des systèmes comptables, notamment utilisés en local par ces différentes filiales. On avait par exemple du SAP sur certaines filiales, donc là qu'on connaît relativement bien, mais des ERP, on va dire, moins courants, comme par exemple du Totus, qui est le système comptable utilisé par exemple au Brésil. On avait aussi on retrouvait certaines versions de la suite Microsoft ou encore du Infor. Et donc ces sociétés ont été adressées à travers donc le remote audit qui est venu compléter donc le contrôle continu où donc les équipes de FinSat sont autonomes et peuvent lancer un nombre illimité d'analyses. Vous souhaitiez rajouter quelques éléments, Benoît, ou... Je peux rajouter des éléments, effectivement. Effectivement, là, la raison du remote audit, c'est effectivement le fait que ces zones géographiques sont un tout petit peu moins structurées que la partie française ou européenne. Donc le remote audit était, de notre point de vue, quelque chose de cohérent en termes d'accélération, et on verra tout à l'heure que c'était un de nos critères. La difficulté d'adresser un nombre relativement important, parce que là on a quelques exemples, mais relativement importants de RP ou de systèmes comptables, avec parfois, même sur des zones, des systèmes comptables dont les plans comptables ne sont pas forcément homogènes. Et donc un travail à réaliser de mappage ou de mapping entre les systèmes, les plans comptables locaux et les analyses sans doute de Supervisor. Donc effectivement, c'est une partie qui est moins facile à emmener, mais non pas du fait du logiciel, mais du fait de notre propre organisation et de l'hétérogénéité existante sur ces zones géographiques. Voilà. Merci Benoît. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser dans l'interface dédiée via GoToWebinar. En attendant, donc, je pense qu'on va pouvoir passer aux 6 questions donc, qu'on a donc pu adresser à Benoît et qui sont les thématiques sur lesquelles on souhaitait revenir et qui, on le pense, vont répondre à certaines de vos problématiques. Donc, Oriane, je te laisse la parole pour la première question. Très bien. Oui, alors pour la première question, je voulais revenir un petit peu sur les risques et les sujets que vous souhaitiez adresser au moment de votre projet d'automatisation des contrôles. Oui. Alors, pour revenir un peu sur l'historique, déjà la première contrainte c'était Sapin 2. Donc ce qui a permis quelque part de mobiliser l'ensemble des énergies de l'entreprise pour adresser ce point. C'est un sujet qu'on avait déjà commencé à adresser quelques années auparavant en utilisant un logiciel qui à l'époque était le logiciel du marché qui permettant de faire de l'analyse qui était une grosse boîte à outils et qui nécessitait une structure de connaissances relativement importante pour la mise en œuvre et la création à chaque fois d'ailleurs des scripts permettant de réaliser les contrôles. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi vraiment à adresser, faute sans doute de moyens informatiques au sein même de la structure comptable, et ce qui nous a fait penser qu'effectivement, il nous fallait un outil un peu différent. Et donc les contraintes, c'est qu'effectivement, faisant partie d'un gros groupe du CAC 40, les obligations étaient encore accentuées par les objectifs de notre maison mère. Donc on avait une priorité qui était donc la rapidité et d'être très rapidement compliant avec les obligations de Sapin 2. Et bien entendu, dans un second temps,
puisque l'urgence est la partie réglementaire. L'idée, c'était quand même de renforcer les contrôles comptables et les contrôles internes. Le contrôle interne, au travers de Sapin 2, on en adresse quand même une partie très importante. Le renforcement de la révision comptable, c'est plus la mise en œuvre de quelque chose qui soit plus au fil de l'eau qu'une révision qui est faite de manière ponctuelle, comme on peut le faire quand on fait manuellement. Et donc, effectivement, Supervisor nous apportait à la fois des scripts déjà réalisés, déjà établis ou à ajuster à la marge, pour identifier au moins les zones d'ombre, et puis une facilité de mise en œuvre apparente qui s'est révélée exacte, qui nous permettait de rattraper entre guillemets le train en marche et d'être au rendez-vous des objectifs de délai donnés par notre mise en œuvre. Je ne sais pas si je suis complet ou si. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je pense qu'on peut passer à la question suivante. De mon point de vue, alors, je vais commencer à répondre à la raison de Supervisor. C'est ça. Alors, visiblement, je suis assez constant dans les propos et dans la manière de présenter les choses. Effectivement, une rapidité apparente lorsqu'on étudie la proposition de Supervisor, des scripts déjà existants, une richesse du catalogue des scripts pour lesquels, pour l'instant et dans un premier temps, on ne met en œuvre que les contrôles les plus immédiats et les plus nécessaires dans le cadre de Sapin 2. Ce qui nous a permis aussi, en limitant le nombre de contrôles mis en œuvre, de pouvoir caler correctement le moyen ou les moyens et de mettre notre énergie là où c'est absolument nécessaire. Et puis, comme je le disais, effectivement, c'est quelque chose qui a marqué un petit peu l'équipe. Un échec dans le passé, avec un logiciel qui était le logiciel de référence et qui, compte tenu de notre structure et de notre capacité à mobiliser des moyens dédiés autour, s'est avéré quasi impossible à mettre en œuvre, pour nous en tout cas. Voilà. Alors, on a une petite question. Compte tenu de la facilité de mise en œuvre de l'outil, avez-vous pu bénéficier d'un POC? Et je crois que... Nous avons eu un POC, effectivement. Nous avons bénéficié d'un POC. Nous avons fait tourner une de nos sociétés juridiques avec un rapport d'analyse en remote, en fait. Effectivement, Supervisor a très rapidement, dès qu'il a pu bénéficier de nos extractions, pu réaliser ce POC et analyser et ressortir dans un rapport un certain nombre de points qu'il fallait investiguer, qui étaient potentiellement à investiguer. Et on a pu travailler effectivement sur une de nos sociétés juridiques, pas la plus grosse, d'un POC. Et ça a été un des éléments qui nous a convaincus de pouvoir travailler avec Supervisor. Alors je précise que ce POC n'était pas gratuit. Effectivement. Alors, on a une autre question, j'en profite. Comment avez-vous fait le lien entre vos risques et les contrôles préparamétrés dans Supervisor? Alors, déjà, notre maison, notre maison mère avait déjà fait une partie du travail sur les contrôles qu'elle devait et qu'elle voulait absolument voir mis en place. Donc déjà, on avait une partie du travail qui était réalisée. Il était réalisé, c'était pas compliqué. Il fallait reprendre effectivement les contraintes de Sapin 2 et les obligations de Sapin 2 sur la plupart sur les sujets qui sont abordés. Et ça, on voit assez rapidement les sujets qu'il faut adresser. Et puis derrière, en fonction des sujets à adresser, Maxence a eu la gentillesse de mettre à disposition l'ensemble des contrôles existants avec leur description
leur description, et on a mené une petite étude à 2-3 personnes sur les contrôles qui, de notre point de vue, pouvaient répondre à la question qui était posée par ailleurs par Sapin 2 et notamment par les contrôles obligatoires à mettre en œuvre par notre actionnaire. Et je dirais que les éléments que nous avions en main nous ont permis assez rapidement d'identifier je dirais une quarantaine de scripts, je ne les ai pas exactement en tête, qui couvraient les 11 points qui devaient être couverts par nos contrôles. Les 11 grands thèmes. Merci Benoît. Et donc là on nous pose une question aussi qui en lien avec la dernière et votre dernière réponse également. Combien de contrôles avez-vous mis en œuvre in fine, donc 40 contrôles. Peut-être qu'Oriane a le nombre exact en tête, mais j'ai entre 30 et 40 contrôles du catalogue de supervisors mis en œuvre, de mémoire. Alors, je pense qu'on en a un petit peu moins de mémoire, c'était 18 préparamétrés et un contrôle sur mesure sur les rythmes que vous avez. Quand les rapports sortent, ils doivent augmenter un tout petit peu le nombre de lignes, à mon avis. Mais j'avais en tête quand même quelque chose qui était plutôt plus important. Mais bon, ok. Donc 18 contrôles qui en fait regroupent 11 thèmes. Ok. Parfait. Et on nous pose également une autre question. Qu'est-ce qu'un POC Alors, j'ai pu je peux prendre la... Allez-y, je peux prendre la question. Alors, un POC, c'est un proof of concept. Ça va être une période en fait sur laquelle vous allez pouvoir tester le logiciel supervisor. Donc, comme l'expliquait Benoît juste avant, souvent on va faire ça sur une année fiscale, pour que vous puissiez durant, par exemple, un mois, tester supervisor, les contrôles qui pourraient vous intéresser et aussi les fonctionnalités de l'outil. Alors, l'organisation autour de l'outil. Donc, on a créé un poste à temps plein sur le périmètre France, en tout cas, et Europe. Et au départ, on l'a créé et il était nécessaire déjà pour la partie France, parce qu'effectivement, intégrer des fichiers, faire tourner les analyses, s'assurer que tout ça est cohérent, déjà, c'est un peu de travail. Mais c'est pas le gros du travail. Le gros du travail, c'est toutes les analyses. Alors peut-être qu'on abordera ce sujet tout à l'heure, mais le gros du travail, c'est toutes les analyses. Et je pense qu'il est sur un périmètre comme le nôtre, 35 sites, 16 sociétés juridiques, et quand on regarde ces 40 sociétés juridiques sur le périmètre européen, la partie analyse prend et occupe une personne à temps plein, compte tenu de la récurrence en plus des contrôles à réaliser. D'autant que la mise en place des procédures, des outils de restitution autour prend un peu de temps également. Et donc, il a été décidé de créer un équivalent temps plein qui a depuis été pérennisé, parce que c'est quelque chose que nous aurons à traiter sur une durée malheureusement à déterminer. Et donc, le gros du travail, c'est pas d'intégrer les fichiers, c'est pas de faire tourner les analyses. Ça fait partie du travail, mais c'est vraiment tout le travail d'analyse qui est fait derrière, de documentation, de traçabilité de cette documentation et d'information de l'ensemble de la structure liée au contrôle interne, dans le cadre de Sapin 2 notamment. Et sur l'international, on a sollicité des ressources locales, effectivement, dans des structures beaucoup plus légères que celles que nous avons la chance de manager ici en Europe, et avec un besoin d'accompagnement beaucoup plus fort, et donc la réalisation et l'intégration des fichiers réalisés par Supervisor, la sortie des points à étudier, à analyser par Supervisor, et c'est un peu ce qui là où que les choses sont un peu plus compliquées aujourd'hui, c'est que les équipes locales doivent derrière, malgré tout, faire l'analyse de ces points remontés,
s'approprier le produit et avec des ressources qui n'ont pas toujours été dédiées en amont à ce sujet. Donc là, c'est la raison pour laquelle on n'avance pas aussi vite qu'on souhaiterait, je dirais, sur les autres plateformes, sachant que tout ça doit se mettre en œuvre sur des structures un peu plus légères que les nôtres. Voilà. Alors, j'ai une question également, donc, qui est quelle est la fréquence de ces contrôles, mensuels, trimestriels ou annuels? Compte tenu de la taille du périmètre et des moyens mis en œuvre pour l'adresser, on est parti sur une base annuelle et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal parce qu'il faut quand même bien prendre en compte qu'une organisation qui est une organisation plutôt décentralisée d'un point de vue business, on a un nombre de sites qui est important. On avait une centaine de sites, on a une centaine de sites de par le monde. Soit on met une équipe plutôt importante pour faire le sujet et on peut potentiellement se permettre de le faire moins d'une fois par an, où on est sur des moyens qui restent limités et qui permettent d'adresser le minimum vital bien, de l'adresser bien, mais le minimum vital néanmoins, et on est plutôt sur une analyse qui est annuelle. On a dans l'idée, dans un deuxième temps, et lorsqu'on aura bien finalisé ce projet et bien cadré nos process, d'envisager de rendre disponible le supervisor pour d'autres parties de l'entreprise, de manière à, là pour le coup, mensuellement, faire une analyse, je dirais, une revue analytique des comptes du périmètre France au moins, et du périmètre européen, afin d'identifier au fil de l'eau des aspects qui, sans rentrer dans le sapin 2, sont au moins des contrôles obligatoires d'un point de vue comptable et qui sont faits plutôt manuellement aujourd'hui. Merci Benoît. Voilà. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, j'essaie de les regrouper. Je pense que cette fois-ci, on peut avoir une question pour toi, Oriane. Le catalogue des contrôles supervisor est-il disponible? Peut-il être partagé? Alors, on a un catalogue de plus de 300 contrôles qu'on partage avec le client prospect après signature d'un NDA plutôt. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet, mais on n'a pas la liste complète des 300 points de contrôle disponibles en accès libre, je dirais. Et ça peut se comprendre. Alors, je choisis une question un peu plus corsée, on va dire, pour vous, Benoît. Vous parliez d'apparente facilité. On me dit pourquoi est-ce que après cela a été plus compliqué? Alors, l'apparente facilité est liée. Elle est très clairement présente. À partir du moment où vous avez un fichier structuré, la difficulté, elle est plus du côté de l'entreprise que du côté de supervisor en toute objectivité. À partir du moment où vous avez un fichier structuré qui est compatible avec l'import qui est à réaliser dans Supervisor, puisque c'est le choix que nous avons fait, d'importer des fichiers dans Supervisor. Ça nécessite bien entendu l'extraction de ces fichiers à un format cohérent, l'équivalent d'un FEC, un fichier d'écriture comptable pour les Français, intégré dans Supervisor. C'est une des raisons pour lesquelles ça a été ça a été extrêmement rapide pour la partie européenne et que ça l'est un peu moins pour le reste du monde, puisque la partie européenne a déjà été structurée et le travail a été lancé déjà en 2000, il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, de structuration autour d'une instance SAP de l'ensemble du périmètre européen, avec, comme je le disais au début, un plan comptable unique. Donc, à partir du moment où je sais extraire la donnée, où je sais, où j'ai un plan comptable pivot, où je n'ai pas à modifier finalement et à ajuster Supervisor pour un pays particulier et pour un plan comptable particulier, mes analyses
je ne suis contraint que par le temps de chargement, finalement, de ces données qui peuvent parfois être importantes dans Supervisor, pour obtenir très rapidement une première analyse, le premier élément qui derrière vont donner lieu à investigation. Et c'est bien là que c'est long, et c'est là où il faut bien garder en tête que ce n'est pas un travail qui pourrait, de mon point de vue, être réalisé par une équipe qui est déjà chargée par ailleurs, mais que pour avoir quelque chose d'efficace et de rapide, puisque c'était quand même une de nos contraintes, il faut mettre un moyen qui est à minima est dédié en fonction de la volumétrie à traiter. Et puis elle est apparente la première fois parce que vous doutez toujours d'un prestataire qui vous apporte la solution miracle. Donc c'est pour ça que je parle d'apparente facilité. Ça se traduit par une vraie facilité de mise en œuvre lorsque on a des données qui sont des données faciles à extraire de ses propres systèmes et homogènes. Voilà. Si je peux avoir répondu à la question. Merci Benoît. Alors, on a d'autres questions, j'essaye de les rassembler. Je vois également que l'heure tourne, donc je vous propose de passer aussi à la quatrième question qui va répondre d'ailleurs à certaines des questions adressées dans le chat. Oui, donc quelle perception des contrôles préparamétrés proposés par Supervisor? D'abord, un catalogue qui est important. Des scripts qui sont, quand on les regarde, très intéressants et qu'on aimerait pouvoir implémenter facilement, qu'on aimerait pouvoir implémenter dans sa propre structure, avec toujours cette contrainte de moyens quand même, puisqu'il ne sert à rien d'aller sortir des données même si elles sont intéressantes, si derrière on n'est pas en mesure de les analyser et de les analyser réellement pour en tirer la quintessence. Donc, comme je l'ai dit au préalable, alors les digicontrôles du catalogue, effectivement, je pensais que c'était plus, très honnêtement. Donc, avec plusieurs contrôles, parfois par thème adressé. On a tout ce qu'il faut dans les catalogues, on est dans les scripts. On a été amené à demander un contrôle complémentaire, ou en tout cas l'ajustement d'un contrôle complémentaire concernant la partie sur les RIB vis-à-vis des sociétés étrangères, puisque le contrôle de base allait bien chercher les RIB d'une société dans un pays qui potentiellement avait d'autres RIB dans un pays étranger et inversement, enfin un certain nombre de contrôles qui étaient des contrôles standards. Avec un niveau de pertinence de notre point de vue qui était assez faible quand on regardait, quand on évaluait les risques qui étaient véritablement engendrés par tel ou tel flux ou mode de fonctionnement. Et on a souhaité voir rajouter, d'abord, est-ce que le RIB fonctionne? Est-ce qu'il a fonctionné à un moment donné? Et donc, est-ce qu'on est véritablement dans une zone de risque ou pas? Parce qu'auquel cas, il ne fonctionne pas et il est assez facile de traiter le problème et de le faire disparaître. Et puis, la valeur de l'utilisation de ces RIB sur des flux, en tout cas, sinon anormaux, tout au moins à surveiller, de manière à véritablement pouvoir évaluer le risque. C'est le seul contrôle complémentaire qui a été demandé, qui a été d'ailleurs développé très gentiment par l'équipe de Supervisor, qui d'ailleurs, j'en profite, je ne sais plus si ça fait partie des questions qui viendront ensuite, mais qui d'ailleurs a été très très présente, très proactive pendant la période de mise en œuvre, et encore maintenant, et ce qui a facilité effectivement grandement l'avancée et le traitement rapide de nos données. Voilà. Et effectivement, on le répète, c'est un bel outil, c'est pas miraculeux, il faut quand même travailler derrière, il faut quand même faire les analyses et avoir des moyens pour traiter cette donnée et en tirer la quintessence. Et faire les rapports ensuite qui seront potentiellement présentés aux autorités en cas de contrôle et aux structures de l'entreprise et de l'actionnaire pour assurer tout le monde. Merci Benoît. Je passe à la question suivante concernant le ROI.
Alors, dans notre cas, on n'avait pas forcément de recherche de ROI. L'idée de base, c'était d'adresser le point en termes de compliance et de le faire rapidement. Ça, c'est un premier point. Il se trouve que on a commencé à traiter des données sur des périodes qui ont été un peu troublées. On avait eu quelques petits soucis informatiques et également quelques problématiques et se sont enchaînées les problématiques de Covid et de mise en œuvre de procédures de procédures B, notamment pour régler nos fournisseurs, puisque l'un des objectifs de l'entreprise, ça a été de continuer de régler les fournisseurs au plus vite, au mieux, et durant les périodes troublées que nous avons traversées entre 2020 et 2021. Il se trouve que au moment des changements de méthode et au moment où on est revenu sur les méthodes, certains flux, pas nombreux, mais certains flux avaient donné l'objet, avaient fait l'objet de quelques doubles règlements. Et très rapidement, les algorithmes avec des saisies manuelles qui avaient été faites dans certains cas, ce qui faisait que les contrôles standards que nous avons en œuvre percevaient pas forcément qu'un slash venait troubler en fait les contrôles et que on se retrouvait avec deux numéros de facture par exemple. Et ça, les algorithmes de double règlement notamment, des scripts supervisor, ont permis d'identifier, y compris des cas qui étaient extrêmement compliqués à aller chercher. Donc de ce côté-là, on a eu un ROI malgré nous. J'espère que l'efficacité des contrôles de supervisor ne se démontreront pas dans l'avenir parce que nos cas ont été traités dans un cadre d'amélioration continue. Donc on a traité les sujets, du moins j'espère, qui avaient pu provoquer ces quelques écarts. Et donc le ROI, on a été le chercher, comme c'était en plus quelques grosses factures, on a effectivement récupéré des sommes relativement significatives, hein, sans être énormes, et ça a permis effectivement de démontrer qu'il y a potentiellement la possibilité d'avoir un ROI lorsque les choses ne se passent pas comme elles devraient. Et donc, on passe à la dernière question sur la différence Oui. entre le contrôle continu et le remote audit, même si on a déjà commencé à aborder. Dans une partie répondu à ça, effectivement, une partie très structurée sur le contrôle continu, avec, je dirais, la capacité d'industrialiser, parce qu'un centre de service partagé comme le nôtre, c'est une usine finalement, c'est une usine à faire rentrer le cash, à sortir du cash et à traiter des données. Et les process qui sont autour sont organisés de cette manière-là également. Et donc, quand on est dans un schéma comme celui-ci, il est relativement facile de mettre en place un process, éventuellement des moyens dédiés compte tenu de l'importance quand même et de l'aspect stratégique du point. Et dans ce cadre-là, le contrôle continu est parfaitement adapté. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je l'ai effleuré tout à l'heure, effectivement, sur des zones géographiques un peu plus éloignées, un peu moins organisées et sur des périmètres qui parfois sont plus, de manière, sont moins faciles à rendre homogènes. Le remote audit nous a paru être un accélérateur important avec il n'était pas nécessaire dans le remote audit d'avoir une phase de formation des équipes, de voir avec elles comment intégrer et comment faire fonctionner le système. L'idée, c'est qu'elles se retrouvent immédiatement avec les données à analyser et de manière à faire le travail que doit faire le métier dans un cas comme celui-ci, avec la difficulté, bien entendu, d'une hétérogénéité très importante et donc du besoin quasiment de faire du cas par cas pour chacune des entités à contrôler et de manière à avancer un peu plus rapidement que si nous avions dû mobiliser des moyens informatiques et métiers qui souvent n'étaient pas disponibles pour ce travail supplémentaire finalement. Voilà. Merci Benoît.
Alors, je vois qu'on a écoulé du coup les 6 questions qu'on avait préparées. Je vois également que le temps passe. Ce que je vous propose, c'est que je vous adresse deux dernières questions qui regroupent un certain nombre de questions qui nous ont été adressées. Puis après, on va pouvoir vous libérer et mettre fin au webinaire. Donc, on a eu un certain nombre de questions sur les données que vous analysez lors de vos contrôles. Euh, et notamment une qui vous demande si au-delà de vos fakes, quelles autres données contrôlez-vous dans le cadre de vos contrôles sélectionnés? Oui, alors, il y a une particularité quand même, c'est que effectivement, on parle de SAP. C'est quelque chose que j'aurais dû préciser tout à l'heure. On a déployé la partie comptable de SAP sur l'ensemble de l'Europe, et ce qui nous permet effectivement d'adresser les contrôles comptables et strictement les contrôles comptables. C'est-à-dire que je ne vais pas, à de très rares exceptions près, mais parce on n'est pas, enfin, on a une partie qui est sur un AMM alimenté par d'autres ERP. Mais bon, un cas, dans le cas d'espèce, nous ne traitons que la partie comptable et nous n'analysons pas les données des ERP amont dans le cadre de nos contrôles. Ça permettrait de verrouiller sans doute et de juguler plus facilement un certain nombre de contrôles qui nécessitent des investigations un peu dans les systèmes, un peu plus longues que si nous avions un intégré complet. Donc on est sur les données comptables, strictement sur les données comptables. Et aussi, si je ne me trompe pas, sur les RIB. Sur les rives, mais on les a dans nos systèmes, donc dans le système comptable, donc effectivement, en Europe, c'est assez facile. Ça a été plus compliqué aux États-Unis, où le RIB ne semble pas être quelque chose de totalement traité dans les bases de données. Merci Benoît. Et donc, ce sera la dernière question. Pas forcément la moins importante. Donc, c'était donc concernant donc les contrôles que vous avez mis en œuvre. Est-ce que vous avez pu tester la pertinence des contrôles versus les exigences de Sapin 2 ou comment vous donc c'était ça en fait la question. Peut-être du coup pour l'expliquer, peut-être revenir sur comment vous les avez définis. Comme on les a définis déjà par la liste, la shortlist que nous avait donnée notre actionnaire, l'analyse que nous avons pu en faire également. On n'a pas encore subi l'épreuve du feu d'un contrôle de la FA. On n'est pas forcément pressé de le faire, objectivement. Par contre, on espère qu'effectivement, on espère que ce qu'on a mis en œuvre sera de nature à être reçu de manière favorable et que donc on n'aura pas de sujet particulier à ce niveau-là. Au moins, les retours que j'ai sur les différents contrôles d'AFA qui a pu y avoir et dont j'ai connaissance, c'est qu'effectivement, il y a souvent, bien qu'on ait commencé à mettre en œuvre les contrôles, bien qu'un certain nombre de choses aient commencé à fonctionner, l'AFA arrive vu le niveau d'achèvement des travaux dans les différentes entreprises françaises, notamment, un petit peu tôt lorsqu'elle arrive en contrôle, et donc elle est toujours en situation de dire que les contrôles sont dans l'état, à l'instant T, pas totalement suffisants. Mais c'est pour ça qu'il est important de pouvoir, de mon point de vue, démontrer très rapidement que l'ensemble du périmètre a été couvert, qu'on a sorti des rapports et qu'on a communiqué ces rapports à l'ensemble des parties concernées de l'entreprise et que potentiellement sur des écarts, des corrections ont déjà été plus ou moins mises en œuvre. Et c'est d'où la notion de rapidité qui, dans notre cas, et je pense dans bien des cas, nous a beaucoup guidés aussi. Effectivement, on le voit d'ailleurs dans le dernier rapport annuel de l'AFA, le sujet des contrôles comptables est remonté comme étant un point d'attention de manière assez récurrente dans les contrôles qui sont effectués.
Et donc, avec l'évaluation des tiers, ce qui est certainement, ce qui constitue certainement les deux sujets les plus complexes. Certaines études réalisées par notamment des cabinets d'audit que vous connaissez montrent aussi que c'est le sujet le moins avancé à date, et parce que dans la chronologie, il vient après un certain nombre de prérequis, comme la cartographie des risques, qui est soulignée aussi dans le guide des contrôles comptables qui a été publié au mois d'avril par l'Agence française anticorruption. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. Je voulais vous dire un grand merci, Benoît, pour ces informations, pour vos précieuses réponses aussi aux questions qu'on a pu vous poser, aux questions qui vous ont été adressées par les participants. On est très content du coup d'avoir pu organiser cet événement avec vous. Donc un grand merci pour votre coopération. On espère surtout qu'il a pu répondre aux enjeux des personnes qui ont pu nous écouter, qu'on aura répondu à un certain nombre de vos problématiques. Bien évidemment, on se fera un plaisir de pouvoir discuter avec vous de ces sujets-là de manière peut-être plus circonstanciée. Donc un grand merci Benoît encore et plaisir. Je vous dis du coup à bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.